Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle année d'Autrement et pour fêter ça, parlons sexe ce soir. Dans cette émission, nous tenterons de décloisonner les tabous des plaisirs et des désirs sexuels avec une notion maîtresse, celle du consentement. J'aurais pu me l'écrire sur le front pour cette émission. Bonsoir Amandine Legrand, vous êtes créatrice et organisatrice d'espaces d'exploration intime. C'est comme ça que vous vous qualifiez, ça veut dire que vous organisez des ateliers, des stages pour s'explorer. Oui, on propose des week-ends et des ateliers à chacun et à chacune pour aller vraiment explorer ses intimités sous toutes ses formes. Et les relations aux autres, Ouais. que ce soit sexuelles ou pas, on aura l'occasion d'en parler. À côté de vous, Renaud Avis, vous avez participé à l'un de ces stages et depuis quelques années, vous essayez aussi de déconstruire vos relations, vos sexualités, si on peut les dire au pluriel. Et c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Comment vous avez trouvé ce stage en 30 secondes? Bonsoir. Très, très rapidement, ce stage, c'est la dernière étape en date d'un parcours effectivement que j'ai commencé il y a quelques années et je l'ai trouvé extrêmement enrichissant. M'a permis de mieux me connaître et de changer pour le mieux ma relation à l'autre. On ira y faire une petite immersion parce que je vous ai rencontré lors de ce stage et j'ai pu capter certains moments. Olivier Majeron est avec nous aussi. Alors, vous êtes l'un des fondateurs du Love Health Center. C'est un centre à Bruxelles qui permet d'accueillir adolescents, enfants, adultes sur des questions de genre, de sexualité, d'amour, de relationnel un peu. Exactement, voilà. Il y a, dans l'esprit de cette émission, effectivement, il y a énormément d'activités qui ont lieu et on voulait proposer un espace, on va dire, qui soit tout le temps ouvert et disponible aux gens, que ce soit par téléphone ou en présentiel. On propose beaucoup d'activités différentes et être pignon sur rue, c'est pourquoi on a créé une ASBL, parce que ça permet effectivement de montrer que c'est pas tabou et que c'est vraiment nécessaire. Sortir des tabous, c'est vraiment ça qui est important. Et d'ailleurs, quand on parle de cette émission avec les collègues le matin avant qu'elle ait lieu, ça, ah bah oui, c'est intéressant. C'est vrai que moi, je sais pas comment aborder la sexualité avec mes enfants ou autres. Mais c'est de ça aussi qu'on va parler ce soir, aussi avec vous, Julien Marcel. Alors, on vous a déjà rencontré lors d'une autre émission, c'était sur le porno. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'une de vos activités assez récente aussi, mais c'est accueillir des personnes autour d'une communauté, le sex-positivisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir, c'est quoi le sex-positivisme? Donc, le sex-positivisme, c'est en bref la validation, l'acceptation et la valorisation de toutes les formes de sexualité tant qu'il y a empouvoirment, bienveillance et consentement. Donc ça peut être plein d'activités différentes et la sexualité peut prendre des formes très très différentes selon les personnes. Parfois ça peut être avec contact, sans contact, avec pénétration ou pas. Ça peut être purement spirituel, ça peut être très physique. Voilà, le terrain est très très vaste. Quand on décloisonne les tabous, on décloisonne aussi les définitions et un rapport sexuel n'est pas juste une pénétration. Ça, c'est important de le noter bien en tête avant qu'on puisse avancer dans cette émission. Alors, c'est un mouvement idéologique qui existe depuis des années, le sex-positivisme. Aujourd'hui, c'est repris. Il y a cette communauté à Bruxelles dont on peut dire que vous faites partie. Vous, Amandine, est-ce que vous avez l'impression de participer à ce mouvement en tant qu'exploratrice et qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de vous lancer là-dedans? Alors, participer au mouvement, je pense que de fait, on le fait parce qu'en fait, on offre vraiment des espaces d'exploration. Donc, on offre aux personnes la possibilité dans un cadre super safe, super bienveillant, où le consentement est vraiment maître mot, d'aller chercher, d'aller explorer à l'intérieur d'eux ou d'elles leurs désirs, leurs envies, leurs besoins, leurs limites, leur créativité sensuelle, sexuelle, érotique. Et voilà. Et Donc ça fait partie de la définition. Et puis vous, comment vous vous êtes lancé là-dedans? À partir de quel moment vous vous êtes dit je vais organiser des stages, des activités autour de l'intimité et du relationnel? Donc en fait, on a créé ces espaces à deux avec ma collaboratrice Laura Adelaide. Toutes les deux, on a été amenées à vivre énormément d'expériences, des stages, on a lu beaucoup, on a vécu nous-mêmes en fait tout ce processus de réappropriation de nos corps, de nos désirs, de notre créativité, etc. Et on a, enfin en tout cas moi, j'ai vraiment senti
une grande ouverture, quelque chose de... la possibilité en fait d'être moi-même tout simplement et de m'autoriser en fait à vivre ce que j'ai envie de vivre tout en me respectant et en respectant les autres. Et il y a un moment où c'était tellement présent dans tous nos échanges qu'on a vraiment eu cet élan de pouvoir proposer à d'autres d'aller expérimenter, donc offrir des espaces, offrir des outils, des pratiques et voilà, cette possibilité d'explorer ensemble, en fait. Voilà. Dans les schémas assez hétéronormés et patriarcaux, il y a cette notion aussi de fidélité, peut-être, Olivier Majorun. Quand on parle de sexualité plus libérée, de tenter une expérience avec quelqu'un ou quelqu'une d'autre qui ne fait pas partie de son schéma relationnel ultra classique, comment on questionne ça, comment on arrive à passer au-dessus de cette notion de fidélité? En fait, les rapports sexuels, je peux les avoir qu'avec ma partenaire ou mon partenaire. Je dirais, un des premiers points qui me vient à l'esprit, c'est distinguer fidélité et exclusivité. On peut être fidèle à quelqu'un, à ses engagements, à ses valeurs, à ce qu'on veut construire avec quelqu'un, sans pour autant être exclusif. Moi, je pense que la clé, souvent, pour sentir la différence, c'est que tout mouvement, je pense, de sexe positif va vers une augmentation de sa joie, de sa vitalité, de son énergie de vie. Et si on voit quand les choix qu'on fait dans la vie ont tendance à diminuer notre vitalité, notre spontanéité, notre ouverture, notre appétit, notre désir de la vie, c'est peut-être pas tant à fait en accord avec moi. Et donc, oser être différent, accepter la diversité, ne pas se comparer déjà, se sentir tous tels qu'on est. On est tous ultra différents. Dans toutes les sphères de l'humain, on est très différents dans nos activités, nos manières de penser, d'interagir, d'être à la vie. Et oser être soi, décomplexer en fait. C'est aussi, on parlait de tabou, je pense qu'il faut aussi décomplexer. Et pour moi, il y a aussi le fait que la sexualité, c'est quelque chose qui est pour moi à célébrer, à honorer et à intégrer aussi dans la vie. C'est pas un truc à part qui existe de temps en temps ou qui est un peu tabou. C'est vrai que c'est un des plaisirs qui est finalement le plus commun chez les personnes humaines et finalement c'est toujours tabou. C'est pas un plaisir dont on va parler ou alors on va le parler d'une certaine manière, de manière très patriarcale à nouveau et dominatrice d'un genre par rapport à un autre par exemple. Et donc l'idée du sex-positivisme, c'est aussi de libérer ça, Julien Marcel. C'est de libérer ça et puis surtout de créer des espaces où on peut se permettre d'être fragile, on peut se permettre d'explorer, de se questionner, parce que sortir d'un cadre, c'est se mettre en danger. Donc du coup, il faut vraiment se retrouver dans un contexte où on peut se permettre de le faire, d'où la nécessité d'organiser des ateliers, des workshops, des lieux de réunion, des cercles de discussion, pour qu'on puisse justement se permettre de sortir des zones de confort et de continuer d'apprendre. Et apprendre toujours avec cette notion de bienveillance et de consentement. Lors du stage à la petite partie auquel j'ai pu assister, vous parliez de la route du consentement. C'est développé par une experte sur ces questions. Rappelez-moi son nom. Betty Martin, voilà. Elle a développé cette route du consentement en montrant que le consentement n'est pas seulement linéaire. On va le comprendre dans cet extrait. Je propose qu'on en parle ensuite. Regardez. J'aimerais bien, si t'es ok, toucher ton dos, genre ta peau, avec mes mains, avec mes bras et peut-être avec mon visage aussi. Ça a été développé par Betty Martin. Elle a proposé une roue qui est du coup une forme de grille de lecture. Ce côté ici, c'est donner un cadeau. De ce côté-ci, c'est recevoir. J'ai un hyper grand kiff. C'est de caresser les cheveux des mecs qui ont des cheveux longs, genre. Et j'ai trop envie de caresser les cheveux de Guillaume. Et je vais demander à Guillaume, est-ce que je peux caresser tes cheveux, Guillaume? Oui. Ok. Et donc là, c'est moi qui fais l'action, c'est moi qui touche Guillaume, mais c'est moi qui reçois le cadeau. Ça peut être agréable pour lui ou pas, mais en tout cas, on sait que le cadeau, il est pour moi. C'est moi qui prends en faisant le toucher. On va aller observer, en fait. On va aller expérimenter, on va aller questionner, on va aller pratiquer pour observer ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre tête, comment on fonctionne, comment on agit, et aller mettre de la lumière aussi sur nos comportements pour aller déconstruire, pour vivre des relations et vivre des relations à soi et aux autres vachement plus fluides et vachement plus safe aussi. Quand on n'est plus dans le consentement, on va
tomber dans les parts d'ombre des différents cadrans. Et par exemple, la part d'ombre de servir, c'est le sauveur, la sauveuse, pouvoir poser nos limites et aussi savoir que l'autre en face de nous est capable de poser ses limites. Mais ça nous permet d'aller explorer de façon hyper sécurisée et d'aller se challenger en fait. On a nos limites qui sont des limites auxquelles on ne touche pas. Et puis après, il y a des limites qui sont aussi parfois liées à des peurs, à des croyances, à des expériences qu'on a pu avoir, etc. Et le fait de se sentir dans ce cadre sécurisé, on peut aller mettre de la lumière sur ces limites, voir si c'est des limites qui sont encore d'actualité, si on a envie de les exploser, et puis aller du coup découvrir des nouveaux territoires qui sont en fait juste parfois géniaux et qu'on ne connaît pas forcément. Et si tu veux monter sur le sommet aussi, c'est top. Et voilà, Renaud et Amandine en pleine action. Renaud, qu'est-ce que ça vous a fait ? Alors, racontez-nous, vous, un stage comme ça, en quoi ça vous change et au-delà du stage, tout votre parcours dont vous parliez tout à l'heure, comment vous avez évolué dans cette sphère de la sexualité ? Tout commence par l'acceptation de ses propres désirs, de ses propres limites, de ses propres craintes, la faculté d'identifier ses propres sensations. Et le fait de poser un cadre clair de bienveillance et de consentement d'abord avec soi-même permet de le poser ensuite avec les autres. Et comme tu le disais très bien, Julien, une fois ce cadre posé, ce cadre de confiance, de sécurité permet justement de dépasser sa zone de confort, de dépasser les tabous, de dépasser les vestiges d'une éducation qui peut être hétéronormée ou patriarcale et de progresser, de découvrir des nouvelles zones de joie, des nouveaux terrains de communication avec l'autre. Et finalement, dans ce genre de parcours, on ne fait qu'étendre le champ de son ignorance avec beaucoup de joie, en fait. Il y a cet aspect un petit peu éducatif, quand on voit un stage comme celui-là, on comprend qu'il y a de la théorie, etc. Et après, Julien Marcel, peut-être, et tous les autres, vous pouvez répondre, mais comment on profite de cette liberté qu'on s'offre, de cette positivité qu'on s'offre? Pour moi, le premier bénéfice, c'est une fois qu'on arrive à se libérer et à exprimer son désir et tout ça, c'est de pouvoir vivre une sexualité plus épanouie et ouverte et interconnectée, et qui n'est pas forcément limitée à une personne, par exemple un couple qui est censé nous satisfaire pleinement et on met sur ses épaules tout notre besoin d'être satisfait. D'autres personnes peuvent nous apporter d'autres choses. C'est comme si on devait, je sais pas, manger des haricots chaque midi. Enfin non, il y a un moment, on aimerait bien aussi avoir autre chose. Et du coup, de pouvoir avoir des moments festifs ou des moments de connexion, des moments d'amour ou juste de jeu qui soient très satisfaisants avec quantité d'autres personnes qui ne soient pas forcément cloisonnées au couple, quoi. Quand on parle de couple, alors c'est pas la seule manière de vivre, on le sait, hein, c'est important, on le dit souvent dans cette émission, mais si on imagine un couple, Olivier, comment on s'assure ou pas que son ou sa partenaire, si on tend vers le sex-positivisme, puisse aussi profiter de ce genre de plaisir? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'une seule personne... Parce qu'on peut imaginer ça dans un schéma très, à nouveau, hétéropatriarcal, que finalement, ça va être l'homme qui va pouvoir profiter de plus de plaisir comme ça, parce que, voilà, comment on s'assure et après, je vous poserai la question à vous, Amandine. Déjà, je pense que poser la question, c'est avoir envie d'y répondre, c'est-à-dire comment je fais profiter... moi et le couple et mon environnement de l'expérience, parce que je pense que, comme on le disait, la sex-positivité, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, ça vient d'une expérience personnelle, comme Amandine le dit, c'est de la joie, on l'a vécu, on a envie de le partager, c'est quelque chose qui rayonne, qu'on a envie de diffuser et de partager avec d'autres, et donc il y a ce côté où quand on vit une expérience, on évolue, on grandit, on change, comme dit Renaud aussi, et comment on fait profiter notre partenaire qui n'était pas là, parce qu'en fait, quand on revient chez soi,
il se doute qu'il a manqué quelque chose, ou bien l'autre a un peu une vibration différente, ou une énergie, ou un plaisir. Et c'est pas un décalage, c'est juste un delta qui dit « Hey, ça m'intéresse, il y a un truc là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens un peu changé. » Ça peut être ça, avec une autre notion de plaisir finalement, aller voir un concert, peut-être. Et moi je conseille aux couples souvent, quand ils ont des expériences, qu'elles soient sexuelles ou pas, ou sensuelles, érotiques, peu importe, mais ou même de plaisir ailleurs dans leur vie, dans n'importe quel domaine de leur vie, comment vous allez amener ça dans votre quotidien pour en faire profiter les autres, plutôt que de créer de la distance et de la séparation avec votre milieu familial, votre partenaire. Comment finalement ça peut enrichir leur épanouissement également. Donc plutôt, parce que parfois on se dit ouais mais il est bête, il sait pas, ou il sait pas. Oui mais toi il y a 1 heure tu savais pas non plus, tu viens de le vivre, tu savais pas, mais si tu vis une expérience, ah tiens c'est possible de vivre un truc pareil, waouh, j'ai appris telle info. Mais votre partenaire, il ne l'a pas su, il n'est pas à ce stade, et peut-être qu'il est intéressé par d'autres éléments que ceux-là. Et donc je pense que notre manière d'évoluer, enfin la sexualité pour moi, elle est fortement liée à notre évolution dans la vie. Et on évolue en permanence avec un partenaire qu'on a choisi, ou des partenaires qu'on a choisis, et arriver à communiquer pour grandir ensemble, je pense que sans vouloir se comparer, sans dire qu'il y a une ligne directe, ou une manière de faire les relations, ou de gérer les choses, mais de trouver des liens, enfin créer du lien, garder et nourrir le lien, pour moi c'est important. Amandine, est-ce que vous avez un ou une partenaire plus permanent, si vous avez envie d'en parler ou pas, et comment vous gérez ça? Comment je gère quoi? Cette découverte, tout cet aspect-là face à votre vie de couple. Ouais, j'ai un partenaire depuis 15 ans qui est le papa de mes enfants avec qui je vis. Et j'ai la sensation en fait que tout ce que je ramène à la maison, ça nous fait grandir tous les deux. Comme Olivier l'évoque, il y a... Enfin, c'est comme tout, en fait, comme les concerts, tout ce qu'on peut ramener dans la vie. En fait, moi, je suis transformée, en fait, par tout ce que je vis. Et lui, il y a quelque chose qui va être transmis dans nos relations par cette transformation. Ouais. Et si je peux me permettre aussi, ce que j'avais envie d'évoquer en lien avec ça, c'est qu'on parle beaucoup de sexualité, mais toutes ces expériences, toutes ces découvertes, ce rapport à soi, nos besoins, nos limites, ses désirs, en fait, ça va rayonner dans toutes les sphères de la vie. La capacité de poser ses limites, la capacité de poser des choix, d'exprimer ses désirs, c'est quelque chose, en fait, qui est... Là, c'est la porte d'entrée de la sexualité, mais au final, ça peut vraiment être hyper bénéfique dans toutes les sphères et rayonner partout. Je voudrais d'ailleurs juste rajouter un truc, c'est que pour ne pas faire l'amalgame entre libertinage et sexpositivisme, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs et de baiser ailleurs pour être sexpositiviste. On peut être complètement exclusif et être monogame et être sexpositiviste quand même, tant qu'on sait par choix qu'on est monogame et qu'on se questionne en fait là-dessus et qu'on s'interroge sur c'est quoi ma sexualité, ce sont quoi mes désirs et qu'est-ce que je peux dire aussi. Renaud, oui, j'ajouterais qu'effectivement, même dans le cas d'une relation consentie et choisie d'exclusivité, tous ces questionnements et par exemple les exercices qu'on peut faire dans ce type d'atelier, ils fonctionnent très très bien. Je veux dire, les notions d'écoute de l'autre, d'écoute de soi, de consentement, ça marche qu'on soit dans une relation monogame ou plurielle de la même manière. Et comme le dit très bien Amandine, ça dépasse largement le cadre de la sensualité. C'est valable pour l'ensemble des relations qu'on peut avoir, que ce soit professionnelles, amicales, sensuelles ou autres. C'est quelque chose qui rayonne dans toutes les sphères de la vie. Dans la parentalité aussi. Dans la parentalité, absolument, oui. Vous êtes parents d'ailleurs autour de cette table. C'est exact. Voilà. Comme ça c'est dit. Alors Julien, Marcel, vous, on a vu des extraits tout à l'heure d'un film que vous avez tourné, que vous avez monté et présenté déjà au Porn Film Festival l'an dernier. Et est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ce film? En fait, à la base, c'est une sex party, sex positiviste. Oui, donc dans le sens où ce film n'est pas une mise en scène à destination de la caméra, ça a été simplement des choses que les gens ont fait entre eux et qui se sont rencontrés ce soir-là. Donc on était, je sais pas, une 20, 25, peut-être 30, je sais plus. Et il y avait une pièce qui était réservée à une expérimentation vidéo. Si on rentrait dans cette pièce, on donnait son consentement pour être filmé de manière anonyme. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de visage qui est montré dans cette vidéo. Et c'est du coup plutôt un documentaire qu'un film de fiction, parce que c'est juste une captation poétique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, c'est très esthétisé aussi. Ouais, c'est fabuleux, les images de sexualité, en fait. C'est super beau, sans que ce soit trash. Ce sont des gens qui ont vraiment fait juste ce qu'ils avaient envie de faire à ce moment-là, dans leur connexion, dans leur découverte. Des gens qu'ils ont rencontrés ce soir-là, quoi. Et donc, du coup, le principe d'une soirée sexpositiviste de ce type-là, c'est de se retrouver le temps d'une nuit
À une certaine heure, on ferme les portes, il n'y a plus de nouvelles personnes qui rentrent, il n'y a pas d'aller-retour ou quoi, c'est juste... Le cadre est important. Le cadre est posé. On donne des règles claires sur le consentement. On touche après avoir posé la question et après avoir reçu un consentement. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, dans un cadre de club échangiste, par exemple. Il y a beaucoup dans l'étiquette, c'est juste d'abord on touche et puis on voit si on se fait repousser ou pas. Ce qui n'est pas du tout la manière de fonctionner dans un truc sexpositiviste, qui est d'abord on demande, on parle de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a envie d'aller jusque-là, comment on a envie de le faire si on se fait un câlin, c'est quoi, pendant 30 secondes, ou est-ce qu'on fait ça, on se pose et pendant 10 minutes. Quand c'est discuté et qu'on demande le consentement, en fait, on prépare la personne à recevoir ce qu'on est prêt à lui donner. Le consentement, c'est pas juste qu'on se soumet à l'autorisation de l'autre de pouvoir accéder à quelque chose qu'on a envie d'avoir. C'est d'inviter la personne à recevoir quelque chose qu'on a envie de leur donner. Oui, ce consentement. Et puis, c'est ce que vous disiez en préparant cette émission, valoriser le non aussi. Quand quelqu'un nous répond non, le remercier et montrer que ce n'est pas que c'est pas grave, mais voilà, valoriser pour pas que le non fasse front, en fait. Et valoriser le non, ça valorise le oui. Parce que une fois qu'on a valorisé le non, un oui est un oui franc, un oui massif et qui est une invitation complète, en fait. Et de la même manière, d'ailleurs, j'invite aussi, quand il y a quelqu'un qui par exemple, reçoit une demande, quelqu'un qui a osé demander, même si tu dis non ou tu dis oui, félicite la personne qui a osé demander, parce que c'est aussi pas simple d'aller vers quelqu'un et exprimer un désir. C'est aussi sortir d'une zone de confort, c'est prendre un risque d'avoir une frustration ou quoi. Donc voilà. Oui, il y a la question aussi, Olivier. Oui, ça me fait envie de réagir aussi parce que c'est un sujet super beau, la question du non. Ouais. Parce que comme on dit, oser exprimer un désir, il faut une fameuse confiance en soi. Ouais, c'est ça. Et il faut oser être vulnérable parce qu'on ne connaît pas la réponse. Et quand l'autre dit non, c'est pas une rupture, c'est pas casser du lien, c'est juste, il est lui-même, il dit tiens, ça me parle pas. Et pas besoin de justifier, je trouve que c'est tellement beau. C'est non, ok, c'est pas la fin du monde, mais je suis pas rejeté. C'est juste que ce que j'ai émis est différent, mais l'autre s'exprime dans son unicité, tel que nous, on a osé être vulnérable. On est tellement vulnérable que parfois on a déjà surmonté une tension intérieure forte, et puis qu'on reçoit un non, ça crée des complications, alors qu'en fait, ça pourrait être aussi simple qu'un oui, quoi. On arrive à la fin de cette émission, et il y a encore plein de choses à dire, mais on en reparlera. Allez dans vos ateliers, justement, les ateliers, les stages d'exploration intime, où ça se passe, comment on les trouve et comment on se renseigne, Amandine. Ouais. Donc, pour l'instant, ça se trouve sur Instagram et sur Facebook, Exploration intime au pluriel. Au mois de mars, on va proposer une mini-tournée d'ateliers à Bruxelles, Liège, Mont-Saint-Guibert, Namur et dans mon petit village en Ardennes. La Wallonie, oui, parce que vous venez de loin, on vous a repêché du fin fond, c'est rare à BX1. Mais... et voilà, puis on va proposer des week-ends jusqu'à l'automne. Ouais. Julien, Marcel, vous avez aussi un site internet, on va le voir à l'écran. Oui, scalarosa.com. Scalarosa, c'est vous et une autre personne, d'ailleurs, vous faites ça à deux, qui proposez des ateliers. Qu'est-ce que vous avez comme, on lit des workshops, la Kinky Room aussi, qu'est-ce que vous proposez en gros? Donc il y a des ateliers sur le consentement, c'est un truc que j'ai appelé ANI, c'est Ask, Negotiate and Interrupt. Il y a tout un atelier sur le power play, donc l'utilisation du rapport de pouvoir en contexte érotique. Je suis anarchiste, mais le rapport de pouvoir en contexte sexuel, c'est quand même vachement sympa. Et voilà, il y aura aussi des ateliers de danse sensuelle, parce qu'on va avoir une nouvelle colloque qui va se rejoindre à l'effort commun et au projet. Il y a des ateliers sur le BDSM, sur le femdom. Des ateliers, enfin voilà, c'est assez vaste. Et tout ça se passe à Forêt, donc même si on n'est pas encore sex-positif, activiste, qu'on a envie de se renseigner, on peut vous contacter. En tout cas, allez consulter le site. C'est pareil au Love Health Center pour toutes les questions qu'on a par rapport à la sexualité. Et puis c'est bien plus vaste, on parle de relationnel, d'affectif, etc. Ici, pour l'instant, ce que j'ai envie de mettre en lumière, parce qu'on est en train de déménager, donc les activités reprennent physiquement autrement, mais on a une conférence, par exemple, sur l'éjaculation féminine la semaine prochaine. On développe des ateliers pour les couples, pour parler d'intimité, érotisme, sexualité de manière dans des week-ends différents. On fait aussi un spectacle tabou, un spectacle où on parle de sexualité. C'est des artistes sur scène avec un dialogue avec le public. C'est une fois par mois. Ça, c'est très chouette. C'est vachement sympa. Merci. On crée aussi des podcasts. Donc, c'est très varié. Vous voyez, là, l'esprit sexpositif, c'est de mettre une vision positive
Et chacun a sa propre vision positive, donc développez-la. Soyez à l'écoute de votre petite voix intime, écoutez ce qui est beau et proposez-le parce que c'est vraiment un spectre tellement vaste. Et le faire de manière inclusive aussi, en essayant de combattre un peu tous ces schémas patriarcaux et accepter tout le monde dans ses différences, évidemment. J'imagine que c'est l'idée. Merci d'avoir témoigné sur ce plateau et d'avoir présenté vos activités. Allez vous renseigner, ça vaut la peine. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.